Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série qui, pour les fêtes de fin d'année de l'année 2021, se met en mode Game of Thrones pour préparer en 2022 la sortie du préquel House of the Dragon. On a décidé de faire une petite série d'émissions qui va vous détailler un certain nombre de thématiques de la série Game of Thrones. Alors, on reçoit aujourd'hui pour évoquer la question de la violence dans la série, question majeure, une série souvent qualifiée de très violente. On reçoit un des spécialistes, des grands spécialistes en France, de l'œuvre à la fois de Martin et de la série télévisée HBO, c'est Florian Besson. Bonjour Florian. Bonjour Nicolas. Alors Florian, vous êtes, je l'ai dit, un des grands spécialistes. Vous avez coécrit avec votre amie Justine Breton l'ouvrage paru au PUF en 2020, Game of Thrones, une histoire de feu et de sang, dans lequel vous essayez d'étudier comment les scénaristes de la série, et puis Martine, voient quelque part l'histoire et l'utilisation de l'histoire dans la série. Alors aujourd'hui, Florian, on va évoquer la question de la violence. Et c'est vrai, souvent, ceux qui peut-être ont été un peu chagrins par rapport à la série elle-même ont été rebutés par cette série en la qualifiant de série hyper violente où la violence finalement est omniprésente et surtout c'est une violence physique, psychologique, elle est vraiment multiforme, Florian, cette violence. Oui, alors effectivement, désolé, j'espère que je ne spoil pas en disant que oui, Game of Thrones, c'est une série violente. Et cette violence, elle est multipliée par la diversité des formes qu'elle prend. C'est-à-dire qu'au-delà d'une violence très physique, on a des combats qui sont filmés pendant longtemps, en gros plan, avec une caméra proche des corps en train de souffrir. Mais on a aussi une violence psychologique. On a de la torture, on a des viols, beaucoup, on a des assassinats, des exécutions. On a à la fois des détails très gore quand on va zoomer sur un personnage en train de perdre ses boyaux ou de rendre son dernier souffle. Pensez à l'assassinat de Geoffrey, par exemple. Et puis, on a au contraire des scènes avec une violence très orchestrée, très structurelle, à plus grande échelle. Pensez aux Noces pourpres, par exemple, qui ont scotché évidemment plus d'un sur sa chaise face à son écran ou face à son livre. Donc, on a une violence partout. Et en fait, on n'est jamais à l'abri de cette violence. Et donc, vous dites, vous avez raison, Nicolas, ça a rebuté beaucoup de gens. Je pense qu'on connaît tous autour de nous des gens qui ont dit, moi, j'arrête de regarder cette série parce que c'est trop violent, parce que j'en peux plus. Et en même temps, c'est aussi l'une des clés du succès de la série. C'est que cette violence omniprésente, non seulement on la regarde avec un peu de fascination, mais en plus, elle a pu, en tout cas jusqu'à très tard dans la série, elle a pu laisser courir le risque que n'importe quoi pouvait se passer à n'importe quel moment.
hein. Aucun personnage ne paraissait préservé de cette violence. Et donc, évidemment, on était mordu parce qu'on se demandait tout le temps ce qui allait arriver. Oui, vous avez raison, avec des épisodes majeurs, hein. Vous avez évoqué à l'instant les noces pourpres. Peut-être rappeler rapidement aux auditeurs qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, parce que c'est un des moments clés de l'intrigue, du début de la série. Et en même temps, là, on comprend que, vous l'avez dit, la violence, ça va être un axe narratif majeur dans l'histoire de la série. Ouais, en fait, ce qui est fou, hein, c'est que les Noces pourpres, c'est une scène qui joue en écho d'une autre scène, et pourtant elle surprend, alors qu'elle ne devrait pas surprendre. Pourquoi elle ne devrait pas surprendre? Parce que cette scène, elle rejoue l'exécution de Ned Stark, hein, à la fin de la saison 1, enfin, donc vers l'avant-dernier épisode de la saison 1, à la fin du livre 1. Donc Ned Stark, hein, vous vous rappelez, c'est le héros, hein, de la saison 1. C'est vraiment le héros qui correspond au code du héros dans n'importe quel film ou série médiévaliste. Il est beau, il sait se battre, il est honnête, il a une famille, etc. Donc c'est le héros. Donc nous, on est habitué avec notre imaginaire, hein, façonné par la fantaisie, à ce que le héros, il puisse rien lui arriver. Hein, dans Le Seigneur des Anneaux, Boromir, il meurt et c'est très triste, mais Aragorn, on sait qu'il lui arrive rien. On n'est jamais inquiet pour Aragorn. Du coup, quand Ned Stark frôle, hein, quand il va à son exécution, évidemment, on se dit qu'il va pas être exécuté, sauf que raté, il est exécuté. Et l'épisode, hein, s'ouvre sur la tête de Ned Stark brandie par le bourreau. Et en fait, les Noces pourpres, 2 saisons après, c'est la même chose, sauf que cette fois, c'est avec le fils de Ned Stark, Robb Stark, qui est devenu le nouveau héros. Tout le monde l'aime, il est jeune, il est beau, il est courageux. En plus, il vient de se marier. En plus, sa femme va avoir un bébé. Bref, il coche toutes les cases, hein, de la liste du héros américain. Donc, normalement, il devrait être protégé parce qu'il coche toutes les cases de la liste. Sauf qu'il va être mis à mort, hein, il va être assassiné, lui et tous ses proches, au cours d'un banquet donné par des alliés, donc qui retournent leur veste, hein, la famille des Frey, qui choisissent du coup de rejoindre les Lannister et qui exécutent tous les Stark à ce moment-là. Donc c'est une scène spectaculaire, très violente, parce qu'il y a plein de personnages qui sont assassinés en quelques minutes, des personnages principaux qui disparaissent, hein, Catelyn, Robb Stark, qui étaient là depuis le premier épisode et qui disparaissent. Et c'est une scène qui a choqué et surpris tout le monde, qu'on la découvre dans les romans ou dans la série, alors qu'encore une fois, on aurait dû s'y attendre. Hein, Martin, il nous le dit depuis le premier tome, depuis la saison 1, que les personnages principaux, généralement, ils sont déglingués. Donc on aurait dû y penser. Oui, avec en même temps l'apparition, on va dire, d'un super méchant, super violent d'ailleurs, qui le revendique jusqu'à sa bannière, hein, c'est celle des Bolton justement, où Ramsay, par exemple, là on le voit, hein, la bannière avec l'homme écorché, on voit bien là qu'on bascule dans la violence, et en particulier toute la violence que va subir dans la foulée Theon Greyjoy, qui va devenir la chose véritablement du jeune Bolton. Alors du coup, Ramsay Bolton, on ne le voit pas au Noces pourpres. Au Noces pourpres, c'est son père, hein, Lord Bolton, qui est là. Mais effectivement, ça permet de donner une place au Bolton, qui jusque-là avait été simplement l'une des familles proches des Stark. Dans les romans, on voit un peu, hein, que c'est une famille avec laquelle il ne fait pas bon frayer, ils ont une mauvaise réputation, etc. Dans la série, ils avaient été peu développés jusque-là. Et oui, hein, l'une des grandes figures de la violence, ça va être Ramsay Bolton. C'est pas la seule, hein. On peut penser évidemment à Joffrey, Baratheon. Lui, ça va être de la violence psychologique, la manière dont il torture Sansa, mais pas que psychologique, hein. Je vous rappelle qu'il y a quand même une scène où on voit, hein, que Geoffrey, le soir, il s'amuse à tirer à l'arbalète sur des prostituées qui sont attachées à son lit. Bon, pourquoi pas, hein, chacun doit avoir ses loisirs. Il y a d'autres figures de la violence. Il y a des figures de violence beaucoup plus brutales, avec le limier, par exemple, ou son frère, la montagne, voilà, qui sont des tueurs professionnels qui aiment découper les gens en morceaux. Et puis, il y a Ramsay Bolton, qui va être, hein, effectivement l'un des exemples de cette violence qui passe par la torture, etc., qu'on va retrouver du coup qui va occuper une place importante dans plusieurs saisons. Vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, Florian, une violence dans la série, véritablement, chez le spectateur, qui crée, on oscille, hein, véritablement entre fascination, vous l'avez dit, et répulsion. On peut peut-être développer autour de ça, parce qu'il y a aussi l'idée qui est quand même transmise dans la série que parfois la violence, c'est quelque chose qui est utile. Oui, alors c'est vrai, on entend beaucoup là. Enfin, la série, elle tient un discours complexe, hein, intelligent. C'est vraiment une série très fine. Donc, elle tient un discours assez complexe sur la question de la violence. D'un côté, il y a cette violence permanente qui est exhibée, qui parfois est vraiment trop, elle est difficile à regarder, difficile à supporter. Et puis, à côté de ça, il y a un discours qui interroge la place, la légitimité de la violence, et qui est assez subtil, hein, par pas mal de moments. On pense par exemple à ce dialogue, hein, entre Tyrion et Daenerys lors d'une des premières rencontres entre Tyrion et Daenerys, dans lequel les deux se jaugent. Tyrion se demande, hein, s'il va pouvoir bosser pour Daenerys. Daenerys se demande si elle ne doit pas exécuter, hein, le fils d'une des familles de Westeros qui a trahi son père.
Et Tyrion, du coup, interroge Daenerys sur sa future politique quand elle sera à Westeros. Et en fait, il la coince parce qu'elle n'a pas grand-chose à dire à part qu'elle va prendre le pouvoir, mais on voit qu'elle ne sait pas trop ce qu'elle va en faire. Et justement, il finit par l'interroger en disant hein, mais la politique, c'est pas qu'une histoire d'assassinat, parce que la seule chose qu'elle peut répondre, c'est ah, mais j'ai une grande armée et des grands dragons. Et Tyrion la coince en disant oui, mais voilà, la politique, c'est pas seulement d'assassiner les gens. Donc, on a aussi une réflexion là sur la place, la limite, l'utilité de la violence en politique. Je pense que tous les personnages de Game of Thrones sont d'accord pour dire que la violence, c'est nécessaire. Il y a un moment où il faut en passer par là. La question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas s'y arrêter, quoi. Qu'est-ce qu'on construit après la violence? Et en fait, les personnages qui survivent dans la série, hein, c'est les personnages qui réussissent à dépasser une politique de la violence, quoi. Au contraire, les personnages qui ne sont que violents, comme Joffrey ou Ramsay Bolton, bah, ils meurent, quoi, parce qu'ils n'ont rien de plus à offrir que ça. Et avec des personnages qui apparaissent fragiles au départ. Je pense notamment à Arya, hein, qui est une toute jeune fille au début de la saison 1, et puis qui petit à petit va se construire en tant que personne et va se trouver un destin véritablement en fréquentant notamment l'un des plus grands guerriers, des plus grands assassins professionnels, vous l'avez dit, de tout Westeros. Oui, c'est sa proximité avec le limier, effectivement, bon, qui a commencé avant. Elle a une fascination pour les armes. Elle veut apprendre l'escrime alors que sa sœur veut apprendre à danser, ce genre de choses. Donc, il y a toute une construction du personnage d'Arya hein, qui est là, en fait, vraiment depuis son premier chapitre, y compris même depuis hein, sa première scène à l'écran. Je vous rappelle que Arya, elle nous apparaît en train de tirer à l'arc mieux que ses deux frères sous le regard mi-amusé, mi-surpris de son père. Donc, en fait, il y a cette évolution du personnage qui est annoncée depuis longtemps. Oui, puis Arya, donc, elle devient une assassin professionnelle après son apprentissage à Braavos. Mais elle aussi, si elle survit, c'est parce qu'elle dépasse ce rapport à la violence. Dans la dernière saison, dans les derniers épisodes, on voit qu'elle ne va pas jusqu'au bout de sa vengeance. C'est le limier, hein, justement, qui prend sur lui hein, le fait de se venger de son frère. Et au contraire, hein, la scène très belle nous montre d'un côté le limier en train de s'entre-massacrer avec son frère, et de l'autre Arya qui fuit parmi la ville en train de tomber en poussière. Et on voit une Arya très effrayée, comme pour nous dire en fait qu'elle n'est pas que violente, quoi. C'est pas que une machine à tuer. Elle a gardé cette part d'innocence qui permet après qui lui permettent de faire plein de choses après. Et vous évoquiez à l'instant, Florian, aussi l'idée de la violence politique. Ça, c'est quelque chose de très machiavélien que l'on retrouve très très bien dans la série. Et à l'opposé de ça, il y a quelque chose de quand même majeur. C'est les sauvageons, par exemple, où on se dit c'est des peuples sans foi ni loi. Et pourtant, quand on regarde la série, la violence n'est pas pire qu'à Westeros. Alors non, elle n'est pas pire. Elle prend d'autres formes. Elle prend des formes qui cochent des cases hein, dans nos imaginaires mentaux. Le cannibalisme, par exemple, hein, sans surprise, c'est chez les sauvageons qu'on croise des cannibales, parce que ça, c'est quand même une forme de violence extrême qui, pour nous, évoque immédiatement hein, l'altérité sous sa forme la plus brute. On peut accepter des batailles très sanglantes et des gens qui s'empoisonnent, ça marche. Mais alors le cannibalisme, pour nous, c'est une no-go zone, quoi. Donc, sans surprise, les sauvageons, il y a des peuples cannibales chez les sauvageons. Mais oui, effectivement, après, ils ne sont pas plus violents. Bon, ils ne le sont pas moins non plus. Il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas des tendres non plus, quoi. Et par rapport à cette violence, justement, hein, dans la série, c'est quand même un caractéristique d'un genre que vous connaissez bien, que pratique aussi très très bien l'étude de ce genre-là, votre amie Justine Breton, c'est la gritty fantasy. Là, dans Game of Thrones, on est en plein dans ça. Alors peut-être pourriez-vous, s'il vous plaît, Florian, nous réexpliquer ce concept de gritty fantasy? Oui, alors la gritty fantasy, c'est un sous-genre de la fantasy. Alors, vous savez, hein, diviser les genres littéraires en sous-genres, c'est toujours intéressant parce que ça donne des catégories. En même temps, c'est toujours un peu stérile puisqu'en fait, il y a des passages, il y a des parallèles, il y a des croisements entre les sous-genres. Mais c'est vrai que globalement, la gritty fantasy, ça veut dire que c'est de la fantasy rappeuse. Hein, gritty, c'est rappeux. Donc, c'est de la fantasy qui rappe, qui accroche, ce genre de choses. En fait, ça se distingue hein, de la fantasy plutôt héritée de Tolkien, ce qu'on appelle la high fantasy hein, ou l'epic fantasy, même si bon, Tolkien lui-même rentre assez mal dans ces cases, mais c'est une autre question. La high fantasy, c'est la fantasy dans laquelle les choses elles sont assez simples. Il y a des gentils, il y a des méchants, voilà, il y a des humains et des elfes, il y a des méchants orques, il y a des héros qui sont des vrais héros avec des vraies vertus, qui généralement gagnent à la fin et repoussent le mal. Au contraire, dans la gritty fantasy, les choses elles sont beaucoup plus ambivalentes. Il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. C'est difficile. Hein. Qu'est-ce que vous faites dans Game of Thrones d'un personnage comme Jaime Lannister? Bon, héros, méchant, salopard ou pas, c'est des personnages qui sont très gris. L'histoire elle-même, elle est très grise, elle est très ambivalente.
On le voit bien avec la déconstruction du personnage de Daenerys. C'était une sauveuse qui devient une psychopathe pyromane. Donc les choses, elles sont très grises. Et l'une des caractéristiques de la gritty fantasy, c'est la violence. C'est qu'on a de la violence beaucoup, de la violence décrite, de la violence montrée. C'est des choses qu'on va retrouver dans d'autres cycles de fantasy, hein, la Compagnie Noire, par exemple, de Cook, la Guerrière oubliée de Mary Gentle, ce genre de choses. Donc on retrouve très bien chez Martin. Et par exemple, on va avoir une fascination et une description pour le sang, pour la boue, etc. On le voit très bien dans la série. Il y a une scène dans la saison 1 dans laquelle un Robert Baratheon discute avec Barristan Selmy et ils parlent de leur première mort respective. Donc on voit, hein, c'est des soldats d'un certain âge. Ils se rappellent leur premier combat. Et Robert, en fait, évoque ce premier combat dans des termes très, très gritty fantasy, quoi. Il explique que c'était un jeune homme, il lui a foncé dessus, et puis il lui a explosé la poitrine d'un coup de maillet. Il a pleuré, il a saigné, il s'est pissé dessus en mourant. Il le dit en disant on ne dit jamais qu'il se pisse dessus et qu'il se chie dessus en mourant. Et ça, c'est vraiment de la gritty fantasy. Cet attachement au sang, à la merde, à l'odeur, ce côté très, à la fois très glauque, très descriptif, très premier degré. Évidemment, on serait très surpris de trouver ça d'un coup dans Le Seigneur des Anneaux. On voit que ce n'est pas du tout les mêmes codes, alors que c'est de la fantasy. Et la gritty fantasy, du coup, elle a besoin de la violence. Elle s'en sert en permanence, en fait, pour ramener le lecteur, ou en l'occurrence le spectateur, dans cet univers-là. Avec, vous le dites très très bien, hein, des personnages qui manipulent, qui utilisent la violence des personnages. D'ailleurs, ce qui est aussi, quand on parle de choqué, aussi peut-être choquant, c'est qu'on a des personnages masculins qui pratiquent la violence, mais ça on s'y attend peut-être plus ou moins avec des guerriers, vous l'avez dit, hein, on pense aux limiers ou à la montagne par exemple, mais on a aussi des personnages féminins qui manipulent la violence. Alors une violence qui est certes parfois beaucoup plus, en tout cas détournée, ne serait-ce que par le poison, mais on voit bien là-dessus que les femmes ne sont pas en reste, et je pense notamment à Circé, par exemple. Oui, alors bon, on ne va pas rentrer dans la question parce que ce serait une autre émission de la place des femmes dans Game of Thrones, mais vous l'avez dit, effectivement, souvent, la violence des femmes, elle est très genrée dans la série, hein. C'est une violence qui passe par la manipulation, qui passe par le poison, etc. On a quand même des contre-exemples, beaucoup. Alors Cersei, voilà, c'est la figure de l'intrigante, etc. N'empêche que quand Cersei, elle veut se débarrasser de ses rivaux, elle les empoisonne pas. Elle les fait venir tous au septuaire et elle fait exploser le septuaire dans une scène spectaculaire, incroyablement filmée à l'écran. Donc là, on est quand même plutôt sur de la violence non genrée. De même, on aurait le personnage de Brienne et puis évidemment le personnage de Daenerys elle-même, qui montre que, alors certes, le poison, c'est une arme de femme et on a des figures féminines comme Olenna Tyrell, par exemple, qui se débarrassent de leurs ennemis en les empoisonnant, mais à côté de ça, on a quand même beaucoup de guerrières ou de femmes qui utilisent une violence très, très militaire, quoi, très d'habitude associée au domaine du masculin, on va le dire comme ça. On a une violence subie aussi par les femmes, hein. Véritablement, vous avez parlé à l'introduction, effectivement, de viols, hein, qui sont présents là aussi. Moi, je pensais aussi à une autre type de violence qui me fait penser, moi qui étudie le XXe siècle et les relations franco-allemandes, qui me fait véritablement penser à une scène d'épuration, hein. C'est Circé qui doit traverser nue une grande partie de King's Landing. Justement, là aussi, c'est quand même une scène très violente, hein. Oui, bien sûr. Alors effectivement, la violence sur le corps des femmes, elle est omniprésente dans la série. Elle a été beaucoup critiquée, beaucoup étudiée, hein. Je mettrai dans la bibliographie, il y a beaucoup de choses sur ces questions-là. Il y a une forme de complaisance assez malsaine qui frôle parfois, hein, une forme de regard presque pornographique sur le corps des femmes, qu'on retrouve avec la fascination pour le viol, par exemple, ce genre de choses, et qu'on voit très bien effectivement dans cette scène de Cersei, hein, la scène où elle doit traverser King's Landing après avoir été arrêtée, hein, par le Grand Septon. Ça reprend un châtiment médiéval, hein. La marche de la honte, c'est un châtiment qui est bien attesté au Moyen-Âge pour les couples adultères. On a même des enluminures qui le montrent. Mais effectivement, là, comme vous le dites, la différence, c'est qu'elle est tondue, elle est rasée. Dans les romans précisent qu'elle est intégralement rasée, au cas où on ne comprenne pas, hein, histoire d'être bien lourd. Et donc, il y a une façon d'exhiber son corps, à la fois aux spectateurs et puis au public de la ville, qui casse en fait, hein, l'image de pouvoir qu'elle avait jusqu'à là, puisque jusqu'à là, c'était au contraire une figure très distante, hein, drapée dans des robes, etc. Et donc là, il y a une forme de violence très forte qui est faite à la fois à l'image de Cersei, mais qui est faite aussi au corps de Cersei en tant que femme, avant tout. Oui, violence aussi, vous l'avez dit Florian, violence aussi autour de la personne de Sansa, notamment, hein, une des scènes, hein, de viol qu'elle subit de la part de Ramsay Bolton. On voit aussi, et ça c'est très intéressant parce que Martin est
ensuite ce que font les showrunners aussi de la série, mais c'est très intéressant de voir qu'il y a une certaine utilisation ensuite de la violence, c'est-à-dire qu'on la retourne véritablement, et ça on s'y attend hein, quand on voit ce que Sansa va devenir par rapport à Ramsay Bolton notamment. On voit que la violence après va être retournée contre ceux qui l'ont utilisée. Oui, alors retourner. Bon, encore une fois, c'est une scène qui a été très critiquée. De fait, elle est extrêmement critiquable, hein. Il y a une scène dans la dernière série dans laquelle Sansa explique, elle parle avec le limier à Winterfell et elle lui explique que finalement, si elle n'avait pas subi toutes ces épreuves, et parmi ces épreuves, elle parle explicitement hein, de ces viols à répétition par Ramsay Bolton, elle ne serait pas devenue ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. C'est une scène vraiment critiquée. De fait, il faudrait vraiment arrêter aujourd'hui hein, dans la fiction de représenter le viol comme une chose positive, même si c'est que dans la façon de se le réapproprier après. Et on pourrait vraiment essayer hein, de construire des femmes fortes qui deviennent des femmes pleinement fortes sans avoir besoin d'être violées. On rappellera que Daenerys, elle aussi, hein, est violée par Khal Drogo, même si là aussi elle se le réapproprie et qu'elle finit par en tomber amoureuse. Hein, ça reste clairement, en tout cas dans la série, une relation non consentie. Dans les romans, c'est plus complexe, plus nuancé, mais dans la série, ça reste un viol. Donc il y a vraiment un tropisme, une fascination pour le viol qui est assez malsaine, mais qui est datée aussi, hein, qui vient du contexte de production à la fois des romans et de la série. Vous avez évoqué tout à l'heure une question intéressante, c'était celle d'essayer de rapprocher ce qui se passe dans Game of Thrones avec la réalité historique. Alors justement, hein, je voulais vous poser peut-être ici une question qui est, vous qui connaissez à la fois bien la série, bien les romans, et puis qui avez travaillé aussi sur la recherche historique, sur la violence elle-même, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, sur ce qu'on voit à l'écran? C'est du fantasme, c'est de la réalité? Là-dessus, on calque aussi peut-être des topoïs qu'on a contemporains sur des périodes passées. Comment ça se passe réellement, Florian, dites-nous. Bon, déjà, un truc qu'on voit à l'écran, c'est jamais de la réalité, hein. La réalité, c'est. Il n'y a aucune série, aucun film, aucune représentation n'est jamais réaliste. Il n'y a pas de série qui soit plus réaliste qu'une autre. Dès qu'on est dans la fiction, on est dans la fiction. Par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que Game of Thrones a beaucoup utilisé cette violence comme un argument réaliste. Et on l'a beaucoup vu dans les critiques de presse à la sortie de chaque nouvelle saison. L'argument, c'était Game of Thrones, c'est une série réaliste parce que c'est une série violente. Et en fait, ça, c'est un discours qui vient de Martin, puis des showrunners de la série, qui font en quelque sorte une utilisation marketing de la violence en disant nous, ce qu'on vous propose, c'est du vrai Moyen-Âge. C'est pas le Moyen-Âge du Seigneur des Anneaux, c'est pas le Moyen-Âge de Disneyland, c'est du vrai Moyen-Âge. La preuve, c'est violent. D'accord. Hein, Martin, il l'a dit dans plusieurs interventions célèbres. Hein. Il y a une de ces interventions dans laquelle il dit voilà, dans la fantaisie, il y a la scène dans laquelle la jeune paysanne insulte le Seigneur et le Seigneur l'écoute et après il change, il devient gentil, alors que dans la vraie vie, le Seigneur, il aurait violé la paysanne et après il lui aurait coupé la tête pour apprendre à ses paysans à pas l'insulter. Donc on voit vraiment Martin, il utilise ce discours de moi je vous vends du vrai Moyen-Âge, etc. En fait, le Moyen-Âge que vend la série, que crée la série, il n'a rien de réel, il n'a rien de réaliste. Certes, le Moyen-Âge, c'est une époque violente, mais elle n'est pas plus violente que la nôtre. De toute façon, cette réflexion-là, elle n'a pas de sens. La violence, c'est un écart par rapport à la norme. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui, à l'époque médiévale, n'étaient pas vues comme violentes, que nous, on voit comme violentes. Par exemple, le duel judiciaire pour terminer un procès, hein, là, remis à l'honneur avec le dernier film de Ridley Scott. Pour nous, aujourd'hui, c'est une pratique anormale et donc violente, alors qu'à l'époque, c'est une pratique légale qui fait partie du domaine du normal et donc qui n'est pas violente. Donc il faut se méfier de ces questions de violence réaliste, etc. Je pense que ça n'a pas grand sens. Oui, le Moyen-Âge, c'est une époque violente. Toutes les époques, elles sont violentes. La violence médiévale, c'est pas la même que la nôtre. Elle ne passe pas par les mêmes codes, elle n'a pas les mêmes limites, elle ne s'exprime pas par les mêmes pratiques. Ce qui est intéressant, c'est de se demander qu'est-ce qu'une série contemporaine fait de cette violence médiévale. Ce n'est pas la même chose. Oui, vous avez tout à fait raison là-dessus, parce que vous l'avez dit hein, clairement, on sait ce que disait à un moment donné HBO hein, par rapport notamment à la sexualité. Ici, la violence, ça a été un argument marketing qui a fait d'ailleurs, vous venez de dire, l'un des grands succès de la série. Ouais, bien sûr, on le voit vraiment, ils ont utilisé cette violence omniprésente, les meurtres, les viols, la torture, etc., pour faire l'originalité de la série et pour le redoubler en disant mais si, regardez la série, c'est réaliste. Alors que ça n'a rien de réaliste. Et du coup, vous, quand vous avez travaillé dessus avec votre amie Justine Breton, pour votre ouvrage, Une histoire de feu et de sang, le titre renvoie quand même à une certaine violence.
Oui, bien sûr, parce que effectivement, ce que Game of Thrones propose, c'est ça, c'est une histoire pleine de feu et de sang. C'est plus l'histoire pleine de bruit et de fureur de Faulkner, c'est une histoire de feu et de sang avec des massacres, des viols, etc., des calculs machiavéliques partout, une trahison permanente, etc. C'est une vision de l'histoire qui redouble également une vision de la nature humaine à laquelle on peut adhérer, etc. Mais c'est qu'une vision. Dans tous les cas, c'est pas voilà, le Moyen Âge, c'était pas ça. C'était pas une période plus ou moins violente qu'aujourd'hui. Simplement, encore une fois, la violence, elle y était différente. Par Avec contre, c'est William évidemment Blanc, révélateur de voir que Game of Thrones ne retient du Moyen Âge que les aspects qu'aujourd'hui on considère comme les plus violents. Les bûchers, les duels, ce genre de choses. Avec William Blanc, on va réaliser une émission autour des barbares et du Nord. Moi, j'aurais aimé voir avec vous d'autres personnages aussi qu'il y a. C'est les marcheurs blancs, parce que c'est des personnages qui sont hyper violents, mais justement hyper violents parce qu'ils n'ont pas d'humanité. Oui, alors les marcheurs blancs, oui, ils sont hyper violents parce qu'il y a des scènes où ils démembrent les corps et puis ils en font des trucs un peu bizarres. C'est difficile d'en dire quoi que ce soit parce que c'est une violence finalement très froide, c'est une violence très impersonnelle. Les marcheurs blancs, ils parlent pas, c'est une espèce de menace un peu naturelle venue du Nord. Bon, c'est difficile. Finalement, on pourrait vraiment réfléchir, mais là, ce serait presque plus en termes philosophiques. Est-ce que ce qu'ils font, c'est de la violence? Ça se discute, vraiment, ça se discute, hein. La violence, c'est un écart par rapport à une norme. Ce que eux, ils font, c'est de la brutalité, ça c'est sûr, c'est de la force. Mais bon, on n'est pas vraiment dans la violence, il n'y a pas d'échange en fait, il n'y a pas d'interaction entre les marcheurs blancs et les humains. C'est pas du tout la même chose, encore une fois, que Ramsay Bolton ou que Joffrey ou que d'autres figures de grande violence dans la série. Et puis, il y a des hommes que l'on retrouve justement face à eux, en particulier en premier, la garde de nuit. Là aussi, c'est paradoxal parce qu'on a des hommes souvent hyper violents que l'on envoie là-bas pour essayer de trouver une sorte de rémission. Alors, on sait très bien que ça ne fonctionne pas comme ça, mais la plupart le disent, ils sont envoyés là-bas parce on vide les prisons de Westeros. Oui, alors oui, il y a cet imaginaire effectivement de la garde de nuit comme seconde chance. Encore une fois, il y a des choses qui sont un peu plus complexes parce qu'on voit quand même qu'il y a un certain nombre de personnages qui finissent là-bas à la suite de parcours de vie un peu compliqués, soit qu'ils aient été mêlés à des complots politiques, soit qu'ils soient là victimes d'injustice. Hein, il y a un Pip, l'un des amis de John, il dit qu'il a été envoyé là-bas par un seigneur qui a voulu le violer, il a dit non et donc il s'est retrouvé au mur. Donc bon, finalement, on a des parcours assez différents parmi les frères de la garde de nuit. Et puis, dernière question peut-être, Florian, pour conclure cette émission autour de la violence. Il y a l'idée que Game of Thrones commence dans la violence et se termine dedans, là aussi sans spoiler, mais finalement on se rend compte que l'un des héros, John, on voit qu'il lui applique la violence, il semblerait, en tout cas de façon contrainte, parce que lui est un homme, on va dire, d'honneur et qui applique l'honneur là-dessus, mais en fait, il est violent quand même. Et l'idée de finalement, pour le on va dire, pour le sauvetage ultime de Westeros, c'est l'idée, dans les dernières scènes que l'on voit, là je spoil, assassine Daenerys. Ça, c'est quand même une scène hyper violente, d'autant plus que l'on apprend qu'ils sont parents. Oui, mais c'est ce qu'on retrouve, ça aussi, c'est caractéristique de la gritty fantasy. Il n'y a pas de personnage pas violent, en fait, dans Game of Thrones, hein. Le seul, et encore, il faudrait vraiment discuter, c'est Samuel Tarly, qui est peut-être le seul personnage non violent de la série. Sinon, ils sont tous violents, hein. Tyrion, outre la violence politique qu'il a mise en œuvre, la violence militaire extrêmement forte qu'il a mis en œuvre, il finit par étrangler son amante et par tuer son père. Donc c'est quand même, enfin voilà, moi j'ai pas beaucoup d'amis qui font ça, donc c'est quand même plutôt violent. Et effectivement, John, c'est une figure de violence militaire pour l'instant, de violence de guerrier. On l'a vu tuer des gens au combat, mais bon, ça va, c'est plutôt du côté de l'héroïsme. C'est une figure de violence politique. On l'a vu condamner des gens à mort dans son rôle de chef. Mais bon, là encore, ça va. On est plutôt du côté de la violence positive. Et puis, effectivement, à la fin, hein, dans la déconstruction de son image, il y a le fait qu'il va utiliser une forme de violence plutôt dévalorisée moralement, socialement, symboliquement, en assassinant celle qui est à la fois sa reine, il lui dit, hein, son amoureuse, et sa tante. Donc ça fait beaucoup d'un coup, beaucoup d'un coup d'ailleurs qui suffit pour le priver du pouvoir, et lui-même termine en exil, cette fois au nord, et pas en Orient. Mais encore une fois, John, c'est pas l'exception, hein. Il n'y a vraiment pas de personnage dans la série qui ne soit pas, à un moment ou un autre, maculé, taché par une forme de violence, à part Sam.
Donc, Florian Besson, merci beaucoup pour cette émission que l'on a réalisée ensemble autour de la question, de la thématique de la violence. On s'est interrogé sur savoir si Game of Thrones était une série violente. Le mot de la fin est oui, vous venez de le dire, effectivement. La violence est omniprésente, elle est omniprésente, vous l'avez dit, parce que pour les showrunners, mais aussi pour Martin, c'est véritablement là aussi un argument commercial de vente. Et d'ailleurs, ça a très bien fonctionné, on le voit, hein, entre la sexualité et la violence. Ça a été une recette qui a fait que HBO a fonctionné et a très bien fonctionné grâce à Game of Thrones. Alors Florian, vous avez fourni, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'émission sur notre site internet, bibliographie qui vous permettra à vous, chers auditeurs et auditrices, d'aller vous renseigner un peu plus, peut-être découvrir certaines problématiques que l'on a évoquées avec Florian. Et je vous engage à aller, si vous voulez avoir un ouvrage de synthèse sur justement une étude historique de Game of Thrones, d'aller voir le livre de Florian et de Justine Breton, paru au PUF en 2020, Game of Thrones, une histoire de feu et de sang, où il analyse véritablement les fondements historiques de la série et des romans de Martin. Florian, merci beaucoup et à bientôt. Merci Nicolas, à bientôt. Dans Histoire en série. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Such a beautiful